Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour le suivi des actions qui correspondent aux critères value. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram dont le lien se trouve en description de la vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. Alors, on va de suite commencer l'analyse des actions qui correspondent aux critères value, tels qu'on les définit dans la littérature en général. On commence sur Coifin, qui est mon outil d'analyse. On va aller sur les screens et on va aller sélectionner les critères qui nous intéressent. Donc pour une sélection value, donc moi je me limite à la France. On peut mettre l'Europe si on a un investisseur PEA. Il y a pas mal d'actions européennes qui correspondent aux critères PEA. Pour faciliter la tâche, je reste sur la France. On va se limiter aux small cap qui font quand même, toutes les capitalisations, mais avec un minimum de 150 millions d'euros pour éviter les titres illiquides. On veut que ce soit des sociétés qui soient pas chères. Donc il y a plusieurs critères pour mesurer si la société est pas chère. Le plus simple, c'est le price earnings. Parfois, les price earnings sont biaisés et en fait, il faut regarder les price to free cash flow. Donc on pourrait utiliser price to free cash flow ici. On veut aussi que les sociétés qu'on sélectionne ne soient pas trop endettées. Donc dans la littérature, le maximum sur les covenants qu'on met au groupe, c'est en général 3 fois la valeur d'entreprise, 3 fois la dette nette sur EBITDA. Donc on va se limiter à 3 fois. Et on veut une rentabilité du capital investi de 7%. Donc ça mesure la rentabilité économique de l'entreprise. Plusieurs critères qu'on pourrait prendre ici. On pourrait prendre le ROCE. Malheureusement, il n'est pas disponible sur Coifin. Il est moins restrictif que le ROIC, donc c'est pour ça que je mets ROIC à 7%, sinon je mettrais un ROCE à 10%. Et on ne va pas utiliser le ROE, Return on Equity, parce que le Return on Equity peut être biaisé si l'entreprise utilise énormément de dettes pour alimenter sa croissance, et nous on va éviter ça. Une fois qu'on a sélectionné ces critères, on sauvegarde, et voici la liste des actions que l'on obtient. On commence avec Total Energy, donc elle a été analysée sur la chaîne, sur mon compte Twitter également, il y a un thread, et sur mon Substack, vous pouvez retrouver l'analyse. Donc Total Energy, tout le monde connaît, c'est une excellente entreprise verticalement intégrée du secteur de l'énergie, donc pétrole et gaz. Le multiple est très bas, ça c'est en raison de la pénalisation des entreprises non ESG en Europe, c'est pour ça que l'entreprise chercherait à se faire coter aux États-Unis, puisque son multiple serait quasiment multiplié par 2 si elle allait aux États-Unis. Donc Total Energy, c'est évidemment un dossier qu'il faut aller étudier, parce qu'il est très intéressant. En plus, le rendement du dividende est entre 4 et 5%, si je me souviens bien, donc là-dessus, excellent dossier. Engie, donc là-dessus, c'est aussi une société plutôt orientée énergie, pétrole et gaz, qui est aussi décotée. Il y a un gros bémol sur Engie, c'est que l'État est très important au capital, et en général, il vaut mieux éviter d'avoir l'État au capital, surtout dans une entreprise aussi stratégique. L'État se moque complètement des actionnaires minoritaires, et donc on pourrait être pénalisé. Le rendement du dividende est encore plus élevé que pour Total Energy. La valorisation est aussi très basse. Ça se regarde, mais à mon avis, à éviter, entre les deux, entre Total et Engie, on prend Total sans hésiter. On continue avec Téléperformance. Donc Téléperformance, moi je suis toujours actionnaire, j'ai un peu allégé j'ai beaucoup allégé même, parce que le marché n'en veut toujours pas. Quantitativement, évidemment, ça reste très bon. Le marché n'a pas aimé l'acquisition de ZP qui a eu lieu en novembre, et le cours se traîne sur les 80€, donc on est à 5 fois les free cash flow. Il y a un peu de dette quand même, on finira l'année normalement à 2 fois la dette nette sur EBITDA. Donc par contre la rentabilité est très élevée, et on est sur un secteur qui est en pleine disruption. Il y a la menace IA qui pèse sur le groupe, et c'est pour ça que le multiple est très bas. Le marché valorise le groupe comme s'il n'y allait plus avoir de croissance du tout dans les années à venir. Si on est contrariant, on peut aller creuser ce dossier qui a un bon dividende et des rachats d'actions, une bonne rentabilité. Maintenant, est-ce que la croissance va se maintenir? Il faudra attendre la publication des résultats annuels pour voir si le management arrive à livrer la croissance qu'il a promis. C'était entre 2 et 4% de croissance en pro forma, c'est-à-dire sans prendre en compte les acquisitions. Donc si le management arrive à délivrer ça, il y a à mon avis aucun doute que le cours d'action va se reprendre. On continue avec Vallourec. Donc Vallourec, ça dépend beaucoup des dépenses en capital des acteurs du pétrole et du gaz. On est actuellement sur en milieu de cycle sur le pétrole et le gaz.
Vallourec, il y a aussi ArcelorMittal qui est au capital. Donc est-ce qu'il y aura une OPA sur le groupe pour que ArcelorMittal prenne complètement la société, le contrôle de la société? Ça reste à voir. Quantitativement, c'est intéressant, c'est très cyclique. Maintenant, le groupe s'est très très bien désendetté. Le dossier est analysé sur la chaîne si vous voulez creuser. Verallia. Verallia, c'est un duopole avec Vidrala, donc société espagnole. Donc Verallia, c'est l'emballage en verre. Bas de cycle, on est pénalisé par exemple comme sur les spiritueux. On a un bas de cycle de la consommation de boissons alcoolisées, qui a aussi une grosse débouchée de Verallia. Il y a eu des problèmes sur l'énergie il y a quelques dernières années, mais ça s'est réglé par la suite. C'est un dossier, et il y a eu un profit warning sur les derniers résultats. Donc c'est un dossier qu'il faut creuser, mais qui risque d'être un peu cyclique. Donc on peut rater son point d'entrée. Peut-être qu'il faut rentrer en plusieurs fois si on est intéressé par Verallia. Maintenant il y a un dividende qui est intéressant. C'est un dossier qui s'analyse. Ruby. Donc là, Ruby, je suis actionnaire. Elle est détenue et je la suis dans mon journal d'investissement. Donc Ruby, on rappelle, distribution de pétrole et de gaz. Enfin, distribution de pétrole, de bitume par exemple, et aussi du gaz, du GPL notamment. On fait une transition vers l'énergie renouvelable qui est en train de foirer complètement. Donc le marché n'aime pas du tout cette transition et applique des multiples très bas au groupe. Il y a eu des rumeurs, donc il y a eu au début de l'année 2024 des rumeurs de prise de contrôle. En tout cas, il y a eu une montée au capital de Patrick Molis et de Vincent Bolloré, et un renforcement de l'actionnaire historique qui est Ronald Saman, pour que, en fait, leur but c'est de dégager le management et changer complètement la stratégie du groupe pour qu'il arrête de faire la transition vers l'énergie renouvelable qui ne marche pas. Il y a eu un article qui est paru dans Bloomberg en décembre qui disait que Ruby chercherait potentiellement à se vendre. Donc là, moi je le garde j'avais allégé pas mal ma position, j'avais profité de l'entrée au capital et de la forte hausse du cours avant l'assemblée générale de juin. Bonne plus-value sur le dossier. Maintenant je garde une petite ligne parce qu'on risque d'avoir un dénouement avec une prise de contrôle, un changement de contrôle sur le groupe, ou un changement de stratégie en tout cas. Donc là j'ai plutôt une position pour suivre ce qui va se passer, plus que pour essayer de faire des énormes gains, mais ça reste intéressant. Le dividende est intéressant, maintenant il faut surveiller la dilution parce que régulièrement le groupe dilue ses actionnaires. Ça s'est un peu calmé sur les dernières années, mais c'est quelque chose à garder en tête. On continue avec Vicat, je suis aussi actionnaire de Vicat. Donc moi j'étais rentré à la valeur des actifs tangibles en 2023. Le cours a bien monté. On a eu un cycle assez important de dépenses en capital. Du coup une bonne hausse de la dette. On a eu aussi le contre-coup de la crise énergétique. Mais les cimenteries sont des monopoles locaux, donc ils arrivent à avoir du pouvoir de fixation des prix et donc de compenser les hausses de prix d'énergie par exemple et des matières premières. Ça a été le cas de Vicat, qui avait dans ses perspectives l'ambition de publier un EBITDA record. Donc là-dessus, la valorisation est au rabais. Évidemment, la cimenterie, c'est pas ESG, puisque ça émet fortement du CO2. Donc pour opérer, les cimenteries ont besoin d'acheter des crédits carbone. Vicat en a énormément et a de quoi opérer encore pendant très longtemps, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais comme on n'aime pas l'ESG en Europe, on applique une décote énorme et on est sur ici un PE par exemple de 6, donc c'est vraiment au ras des pâquerettes. Et sur Vicat, moi je reste actionnaire et je vise les 42 € avant de commencer à m'alléger parce que je pense que c'est un niveau de valorisation qu'on pourra atteindre à la publication des résultats annuels. Hop Mobility, je l'ai analysé sur la chaîne également. C'est donc équipementier auto, mais les équipementiers auto se sont fait massacrer assez récemment, mais ils sont sur une transition vers la mobilité durable. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire, il faut regarder la stratégie du groupe et les publications financières. Quantitativement, c'était intéressant. Maintenant c'est cyclique, donc c'est quelque chose, il vaut mieux approfondir le dossier avant de s'y intéresser. Manitou, c'est ultra cyclique. C'est une boîte qui opère dans c'est des chariots élévateurs, donc c'est très très dépendant du cycle industriel. Quantitativement, c'est impressionnant. Ça cote en dessous des actifs tangibles, donc c'est vraiment au ras des pâquerettes. Pourtant, la rentabilité au rendez-vous. Donc, il n'y a pas trop de dettes. Donc, Manitou, c'est aussi un dossier qui a été analysé sur la chaîne et ça mérite d'être creusé parce que c'est quand même quantitativement intéressant. Groupe Guillain, donc la société a également été analysée sur la chaîne. Elle est dans le fonds France d'indépendance AM.
c'est l'emballage en plastique. On a quantitativement des données très intéressantes. ROIC est de 9%, dans les boutiques 12%, avec un PE de 7,5, alors que c'est quand même une activité qui est pas trop cyclique pour le coup. Bon, ça dépend de la consommation en France, mais c'est de l'emballage plastique, donc il y en aura besoin quoi qu'il arrive. Et ils sont prêts à transitionner vers l'emballage carton si il y a des réglementations européennes, comme on sait le faire. Aucun problème pour commencer à s'intéresser au dossier. Mersenne a été aussi analysée sur la chaîne, elle est aussi dans le fonds Indépendance AM, donc c'est spécialisé dans le câblage électrique, enfin les matières premières qui rentrent dans le câblage électrique, donc c'est quantitativement intéressant, un PE de 7, ROIC de 8,5, quand je l'avais analysé, j'avais trouvé ça plutôt intéressant, donc vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne. Genfit, on ne touche pas, c'est de la merde, les biotech, et Foraco, c'est un bug de Coifin, puisque c'est pas coté en France. Voilà pour cette analyse rapide des boîtes qui rentrent dans le critère quantitatif value. Vous retrouverez la plupart de ces boîtes étudiées sur la chaîne en vidéo. Et si vous êtes intéressé pour creuser, on ne s'arrête pas à une vidéo, on va lire les rapports financiers, on va regarder la stratégie du groupe, et on se fait une idée soi-même. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.